Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'avais invité M. Georges Marchais il y a à peu près 3 semaines, nous étions alors à France Inter, à venir parler ce soir de la situation politique avant le comité central de son parti, de ses rapports avec les socialistes ou les radicaux de gauche avant le début de la campagne municipale. Depuis, l'historien dissident André Amalric est à Paris. Il a manifesté avec insistance le souhait de rencontrer en France les dirigeants de l'État et des formations politiques, en particulier le numéro 1 du Parti communiste français. Eh bien, le journal d'Antenne 2 lui en donne l'occasion. J'ai en effet posé la question ce matin à M. Marchais de savoir si André Amalric étant présent dans ce studio que vous commencez à connaître, il répondrait à ces questions en direct. M. Georges Marchais m'a déclaré, et je l'en remercie, qu'il n'avait pas l'habitude de se dérober. Et par conséquent, vous allez assister avec nous pendant quelques minutes, au moins pour le début de ce journal, à cette rencontre assez exceptionnelle. Tout d'abord, André Amalric, vous donnez l'impression, depuis que vous êtes en France, de vouloir forcer les portes. Est-ce que vous croyez que c'est la meilleure façon d'être entendu? Et ne risquez-vous pas de déplaire à l'opinion publique française qui n'aime pas avoir la main forcée dans certains cas? Eh bien, je dois dire qu'en tant que Russe, il m'est difficile de porter un jugement sur la psychologie des Français. Je pense que la situation concernant les droits de l'homme, notamment à la lumière des accords de Helsinki, tout cela est tellement important qu'il faut insister pour que la France ait l'attention attirée vers cette situation. Les dissidents en Union soviétique sont une petite minorité. Est-ce que vous croyez que vous êtes représentatif de l'ensemble du peuple soviétique? Je pense que les dissidents représentent une grande partie du peuple. Comme vous l'avez dit, à juste titre, les dissidents forment une minorité, mais quand on fait un pain, on prend très peu de levure. Eh bien, les dissidents sont la levure de la société soviétique. Alors maintenant, vous m'aviez dit que, puisque vous deviez être invité, que vous réjouiriez de poser une question, ou 2 ou 3 questions à M. Marchais. M. Marchais est ici. Eh bien, je voudrais poser une question à M. Marchais, et c'est la suivante. Est-ce que vous considérez, en tant que chef du Parti communiste français, que les arrestations des membres du groupe Orlov représentent une violation de la part de l'Union soviétique des accords de Helsinki? Je ne veux pas me prononcer sur le groupe Orlov, comme vous l'avez appelé vous-même. Je n'ai pas suffisamment d'informations sur cette question. Mais je veux rappeler plus généralement quelle est la position des communistes. Notre 22e congrès a réaffirmé d'une manière très claire que pour nous la liberté est indivisible et que par conséquent nous ne pouvions pas être d'accord avec l'arrestation, l'emprisonnement ou les poursuites sous quelque forme que ce soit, qui sont engagés dans tel ou tel pays socialiste, y compris en Union soviétique, pour délit d'opinion. C'est la raison pour laquelle, par exemple, comme vous devez le savoir, le Parti communiste français a participé à un meeting organisé à Paris pour la libération de Pliouch. N'est-ce pas? Nous considérons pour notre part que le socialisme, c'est notre affaire, c'est l'affaire de tous les partis communistes et ouvriers. Et que lorsqu'il y a dans quelques pays socialistes que ce soit des attitudes qui
qui portent tort à notre idéal, nous avons le devoir d'agir. C'est ce que nous faisons. Monsieur Marché, est-ce que ça veut dire qu'il faut défendre partout maintenant les droits de l'homme, même au risque de revenir à une phase de tension internationale et même de guerre froide? Alors, parce qu'il y a ce danger. Voilà, le second aspect de notre position, c'est que pour nous la liberté est indivisible. Il ne faut pas seulement la défendre dans les pays socialistes, quand elle est menacée. Il faut aussi la défendre dans les pays capitalistes. Et par exemple, compte tenu que je suis allé au Vietnam et que j'ai vu un pays écrasé sous les bombes, les dirigeants américains ne me semblent pas particulièrement qualifiés pour défendre la liberté et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Au niveau des États, est-ce que vous respectez les principes auxquels vous étiez attaché, qui étaient l'indépendance et la non-ingérence entre États, et dans les affaires intérieures des autres? Absolument. Alors, par conséquent, la liberté, il faut la défendre partout. Mais sans ingérence dans les affaires intérieures. Il appartient à chaque peuple de se donner le régime social de son choix. Défendre l'idéal du socialisme partout, c'est l'affaire de tout le monde. Mais sans ingérence dans les affaires intérieures des peuples, évidemment. Une autre question de... Mais j'ai encore une question là-dessus. Andrea Malrich, vous lui répondez, et nous passons à la suite du journal, puisque nous avons d'autres aspects à traiter avec vous de l'actualité politique. Bon, si j'ai bien compris Monsieur Marché, il considère que les actions du gouvernement soviétique, quand il arrête quelqu'un, salient l'idée même de socialisme. Nous avons dit nous-mêmes, vous semblez ne pas avoir connaissance de nos documents, je le regrette, nous avons dit nous-mêmes que dans quelque pays que ce soit, y compris en Union soviétique, toute poursuite, toute arrestation, tout emprisonnement pour délit d'opinion est inadmissible. Par conséquent, je confirme ce soir ce que nous avons déjà dit à notre congrès. Monsieur Marché, on peut donc reprocher aujourd'hui les erreurs de Moscou sans être accusé de faire une campagne anti-soviétique. Mais écoutez, je suis venu pour répondre aux questions d'Amalric ou pour transformer l'émission? Parce que moi j'ai une question à poser à monsieur Amalric, s'il le permet. Considérez-vous comme nous qu'en France, les libertés sont mises en cause? Par exemple, les libertés syndicales. Des communistes sont poursuivis devant la justice pour leur activité. Est-ce que vous n'êtes pas en train de comparer des choses qui ne sont pas comparables, attendez. Vous êtes ici, n'est-ce pas, voilà. La preuve Attendez, mais je n'ai pas parlé de la télévision, monsieur. Pourquoi vous êtes gêné? Laissez-moi poser question. J'ai pas fini. Troisièmement, considérez-vous... Attendez, laissez-lui entendre. Mais cela me trouble nullement, je peux répondre. Alors justement, laissez-le m'écouter, c'est vous qui le troublez. Eh bien, je suis un partisan de la liberté dans tous les pays. Vous avez parlé du Vietnam. Je dois dire que j'ai toujours condamné la politique américaine telle qu'elle a été pratiquée à l'encontre du Vietnam. Moi-même, avec d'autres dissidents soviétiques, j'ai protesté contre la torture en Uruguay. Vous, apparemment, ne connaissez pas la situation en Union soviétique, puisque vous avez dit que vous ne connaissez pas le groupe Orlov. Eh bien, j'en connais autant de la France. Et c'est pourquoi, concrètement, je ne peux rien dire sur les syndicats français. Mais il y a un principe général que je partage sans aucun doute. La liberté est indivisible et nous, dissidents, petits groupes, nous avons montré que nous pouvons défendre non seulement nos propres droits, mais également les droits de ceux qui se trouvent dans les pays qui sont sous le joug d'une dictature de droite ou de gauche. Mais nous aimerions que le PCF, qui est un parti puissant, nous aide. Mais, monsieur Amalric, il faudrait pour cela que vous soyez sérieux. Parce que vous dites il faudrait que le parti nous aide. Je vous fais observer que nous avons participé à des actions et nous sommes intervenus aussi d'autres façons
pour obtenir des libérations, et notamment celle de Pliouche. Par conséquent, nous n'avons pas à faire demain, nous avons déjà fait. Mais j'ai une dernière observation à faire qui est très importante, parce qu'il y a entre nous un désaccord qu'il ne faut pas cacher devant les téléspectateurs. Nous sommes donc pour la liberté, pour la démocratie, pour le droit d'expression. Mais je suis en désaccord avec vous sur le fait que pour moi, la lutte pour la liberté d'expression n'est nullement contradictoire avec la lutte pour la détente pacifique, pour la coexistence pacifique. Par conséquent, je considère qu'il serait dangereux d'opposer la lutte pour la liberté à la lutte pour la détente et la coexistence pacifique. Il ne faut pas revenir à la politique de guerre froide et il faut tout faire pour empêcher la guerre. Il faut mener les deux luttes de pair. Et je dois dire, c'est mon dernier mot, que pour ce qui concerne les problèmes touchant à la coexistence pacifique et à la détente internationale, nous n'avons aucun reproche à faire à la politique de l'Union soviétique. Cela devait être dit pour la clarté de nos positions respectives. Brièvement, Andrei Amalrik. Eh bien, je suis d'accord avec vous, car, à mon avis, la lutte pour les droits de l'homme et la détente sont liées. Si l'on ne lutte pas en faveur des droits de l'homme, la détente sera vidée de tout son sens. Malheureusement, tout le monde ne partage pas mon opinion, et sous couleur de ne pas vouloir s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Union soviétique, ils approuvent ce qui s'y passe. Et je voudrais vous poser une dernière question. Si vous étiez président de la République française, et si vous aviez reçu, par exemple, M. Orlov, qui était président des comités sur les accords de Helsinki. Mais d'abord, je veux revenir sur la question de tout à l'heure. Nous nous sommes mal compris. Monsieur Marché, nous avons d'autres choses. Ah, c'est possible seulement. Vous avez organisé ce débat, c'est pas moi qui l'ai organisé. Alors, écoutez, premièrement, je dois dire que nous ne faisons pas dépendre la liberté de la coexistence pacifique, y compris quand il n'y avait pas coexistence pacifique, nous luttions pour la liberté. De la même façon, aujourd'hui, il ne faut pas faire dépendre de nouveaux pas en avant dans la voie de la détente de notre lutte pour les libertés. Et pour ce qui concerne votre deuxième question, vous comprendrez que je ne puisse pas répondre à la place du président de la République. C'est un homme de droite et moi je suis un homme de gauche. Voilà, les dirigeants politiques français, en tout cas quels qu'ils soient, je voudrais le dire à Andrei Amalrik, n'avaient pas attendu. Mais si vous étiez président de la République, Monsieur Marché. Bon, écoutez. Attendez que je sois élu. Bon, là vous parlerez peut-être tout à l'heure, et peut-être le recevrez-vous au siège du Parti communiste, je n'en sais rien. En tout cas, les dirigeants politiques français, quels qu'ils soient, n'avaient pas attendu votre visite pour découvrir sans doute le phénomène que vous êtes en train de dénoncer. La France réclame, il me semble, où il faut et quand il faut, l'application des accords d'Helsinki. Il y a des diplomates pour ça, une conférence pour ça, qui est la conférence de Belgrade. Il y aurait bien sûr beaucoup de choses encore à dire, mais le temps presse. Je veux ajouter... Vous avez raison de dire qu'on ne peut pas faire dépendre le problème des rapports entre États, la coexistence pacifique et la détente internationale de l'activité de telle ou telle personne, de tel ou tel groupe. Je crois qu'il faut voir cette chose d'un peu plus haut, à mon avis. Et la Pravda met en cause la presse française et le Nouvel Observateur. Son directeur Jean Daniel a proposé aux journalistes de la Pravda en poste à Paris de lui offrir une tribune si en contrepartie la Pravda lui ouvrait ses colonnes. Jean Daniel écrit d'ailleurs sans illusion, me semble-t-il, ce serait une illustration magnifique du respect que les deux pays portent à l'application des accords d'Helsinki. Un espoir de paix peut-être au Proche-Orient au terme de leur... Oui, vous voulez un scoop? Si vous pouvez. J'espère que le Nouvel Observateur de la semaine prochaine publiera le démenti que mon ami Louis Corvaland a rendu public hier à Moscou devant toute la presse internationale. Les propos qui lui ont été prêtés dans l'interview publiée par le Nouvel Observateur sont des propos erronés. Bon, alors moi je voudrais revenir à la situation au Proche-Orient. Au terme de leur tournée, M. de Guéringaud, tout comme M. Cyrus Vance, parle d'une reprise possible de la conférence de Genève.
au cours du second semestre. Principale résistance encore, celle des Palestiniens, dont le ministre français des Affaires étrangères a rencontré ce matin le représentant M. Kadoumi au Caire. M. de Guirengo a trouvé en revanche auprès du président Sadat un homme décidé à accélérer le processus de paix. L'Égypte souhaite que la négociation soit amorcée avant la fin du mois de mars au Conseil de sécurité et que la France intervienne auprès d'Israël et de l'Europe. Il est vrai qu'un succès diplomatique permettrait au président égyptien de mieux affronter une situation intérieure fragile. L'Égypte a toujours eu le ventre creux et l'obsession de la nourriture, même pendant les 15 ans où Nasser lui a donné l'illusion qu'elle devenait une grande puissance. Aujourd'hui, on chercherait en vain dans les rues du Caire le moindre portrait du grand homme. 7 ans après sa mort, l'héritage n'est plus revendiqué. Au contraire, les Nassériens sont montrés du doigt, rangés au nombre des ennemis du régime, rendus responsables avec les communistes des émeutes de janvier dernier. Ces graves désordres avaient suivi l'annonce de la flambée des prix du sucre et du thé, denrées de base en Égypte. Devant l'explosion de colère, le gouvernement a dû reculer, les hausses ont été purement et simplement annulées. Le mal est profond, c'est le temps des nouveaux pachas, entend-on dire au Caire. Le fossé se creuse entre les privilégiés, essentiellement la bourgeoisie d'affaires, et la masse des démunis. On dirait que les décalages se sont encore accentués, et c'est peut-être ça la raison des événements récents que nous avons eus en janvier. C'est-à-dire que les pauvres deviennent plus pauvres encore. Les pauvres deviennent plus pauvres et les différences s'accusent avec les riches. Qui deviennent plus riches. Qui deviennent beaucoup plus riches. Alors l'explosion de janvier, les émeutes, à votre avis, c'était quelle raison profonde? C'était un certain nom, un apartheid économique en Égypte. Victimes de cet apartheid, tous ceux dont les revenus ne dépassent pas 15 livres égyptiennes par mois, et ils sont légion parmi les 8 millions d'habitants de la capitale. Ici, la barre des 50 livres, c'est déjà l'accès à l'aisance. Je gagne 80 livres égyptiennes. Comment répartissez-vous cet argent dans votre budget? Dans mon budget, moi j'ai une famille composée de 3 personnes, maman et un jeune frère qui ne travaille pas encore. Et voilà, la paye est répartie entre le budget de la maison, l'habillement et les loisirs. Bon, alors le loyer, combien vous payez? Le loyer, 10 livres égyptiennes. 10 livres égyptiennes, la nourriture? La nourriture, à peu près dans les 40 livres égyptiennes. Un salaire moyen ici, c'est combien? Un salaire moyen, c'est 30 livres égyptiennes. Et alors comment les gens répartissent-ils cette somme? C'est très difficile, c'est tout à fait, tout va pour la nourriture, pas de loisirs, et ils mènent une vie assez difficile. Une vie à la limite du supportable. Il suffit de se promener dans les quartiers populaires du Caire pour y mesurer ce que entassement et promiscuité veulent dire, et aussi privation. 3 jours par semaine, on ne trouve pas de viande dans les boucheries du Caire, par mesure d'économie. La viande ici, c'est le luxe suprême et on peut dire que la quasi-totalité des Égyptiens n'en mangent jamais. Imaginez que 7 kilos de viande correspondent au salaire mensuel d'un ouvrier non spécialisé en Égypte. Sadat tirait sa force de sa popularité auprès du petit peuple. Elle avait connu un sommet après le franchissement du canal par l'armée égyptienne en octobre 1973. Aujourd'hui, même les promesses de paix du président restent sans écho. Le beefsteak passe avant la querelle avec Israël. On va faire. Bon, je voudrais parler maintenant de questions économiques et sociales qui intéressent tous les Français aussi. Les Français devront-ils faire de nouvelles économies d'énergie? La question est en effet d'actualité depuis la publication des nouveaux chiffres du commerce extérieur, des chiffres peu réconfortants qui confirment un accroissement du déficit commercial de la France. Est-ce que c'est grave, Alain Dumay, ou pas? Vous savez, on ne peut pas juger de la prospérité d'un commerçant sur son chiffre d'affaires d'un seul mois. Pour le commerce extérieur, c'est la même chose. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas tant les 3 milliards de francs de déficit de janvier, c'est plutôt le fait que depuis le quintuplement du prix du pétrole brut, voici 2 ou 3 ans, la France n'est en fait jamais parvenue à vendre à l'étranger autant qu'elle lui a acheté. Parce qu'en fait, notre pays n'a pas encore encaissé le choc pétrolier. Alors vous me demandez grave ou pas, en tout cas suffisamment pour que M. André Rossi décide aujourd'hui d'accorder 3 milliards de francs de crédits supplémentaires aux entreprises, surtout les petites et les moyennes, décidées à se lancer dans l'aventure de l'exportation, et aussi pour qu'un conseil interministériel examine
quelles nouvelles mesures d'économie d'énergie seraient susceptibles d'être prises aujourd'hui, maintenant. Alors, on dit de plus en plus souvent acheter français, est-ce également pour redresser les comptes du commerce extérieur? Raymond Barre a dit et répété que les Français vivaient au-dessus de leurs moyens. C'est vrai à un double titre. Les Français ont longtemps consommé plus qu'ils ne produisaient et nous avons acheté à l'étranger plus que nous lui vendions. Il y a donc deux solutions, vendre plus ou acheter moins. Le plus efficace, c'est peut-être de jouer sur ces deux tableaux-là. Alors pour les Français, quelles conséquences pratiques cette situation peut-elle avoir? Si cette situation devait durer, c'est inévitablement le franc qui en subirait le premier des conséquences. La baisse du franc, ça signifierait un nouveau renchérissement de la facture de nos importations, perspective insupportable. Il faut donc redresser la barre, ce qui veut dire pour les exportateurs retrousser leurs manches, et pour tous les Français se priver un peu de tout ce qui se paye en dollars, de pétrole en particulier. C'est la dure leçon de la crise, qui n'est pas encore tout à fait derrière nous. Ce qu'on ne peut pas payer, il faut apprendre à s'en priver. Une surprise dans la bataille de Paris, la constitution d'une liste d'union de la majorité dans le 12e arrondissement. Elle est conduite par le député RPR, M. Guillain de Bénouville, et elle comprend, outre un centriste et un RPR, les deux candidats que M. Michel Dornano avait désignés dans ce secteur. Une liste d'union que l'on peut considérer comme un geste contre Jacques Chirac, bien que son chef, M. de Bénouville, s'en défende. Rapidement avec vous, M. Marché, quelques questions liées à la situation politique au municipal. Alain Dumais a dit tout à l'heure, il fallait redresser la barre. Moi, je propose de changer de barre. Les accords de la gauche à Paris, qui ne vous désavantagent pas, masquent des désaccords à Marseille, par exemple. Vous estimez que l'attitude de M. Defferre n'est pas favorable à l'union? Je lisais cela ce matin, par exemple, dans l'Humanité. Oui. En général, qu'est-ce que vous pensez des accords conclus et de la situation actuelle avec le Parti socialiste? Ben, évidemment, nous avons comité central. Demain, nous allons faire le bilan. C'est un bilan positif, puisque en réalité, il va y avoir à l'arrivée peut-être une vingtaine de villes de plus de 30 000 où il n'y aura pas de liste d'union et une centaine de villes de moins de 30 000. Mais c'est encore beaucoup trop par rapport à l'objectif. Je rappelle que l'accord que nous avons signé au mois de juin avec nos amis socialistes et radicaux de gauche prévoyait des listes d'union dans toutes les villes et communes de France. Par conséquent, nous souhaitons qu'il y ait l'union partout. Alors, je vais faire un meeting à Marseille vendredi, et j'ai appris... Sur le terrain même de M. Defferre. J'ai appris, je vais partout, moi, sur tous les terrains. Vous m'avez invité ce soir, vous m'avez dit, il y a Amalric, est-ce que vous acceptez le débat? J'ai dit, moi, je ne me dérobe jamais. Mais avec M. Defferre, j'espère que je c'est ne me beaucoup dérobe plus détendu jamais et pacifique. Alors, je vais donc à Marseille faire un meeting vendredi, et j'ai appris aujourd'hui que Gaston Defferre, qui devait rendre ses listes publiques jeudi, a décidé de ne les rendre que lundi. Alors, peut-être est-ce parce qu'il est en train de réfléchir, et s'il y a encore la possibilité d'aboutir à une liste d'union à Marseille, je souhaite que ces possibilités soient utilisées à fond. C'est en quelque sorte un signal que vous lui envoyez, ou un signe. Mais pourquoi vous avez l'air de toujours soupçonner le Parti socialiste? Mais pourquoi vous appelez ça soupçonner? Vous êtes drôle. Je soupçonne. Je suis méchant. Je suis tout. Qui a dit ça? Mais vous tous, voyons. Il y a un accord d'union qui dit les communistes, les socialistes, les radicaux doivent se mettre d'accord dans toutes les villes pour présenter des listes d'union. Eh bien, tant que nous ne serons pas parvenus à des listes d'union partout, je serai mécontent et je ferai avec mes camarades efforts pour y parvenir. Voilà le sens de notre démarche. On vous verra bientôt avec messieurs Fabre et Mitterrand dans des meetings communs pour les municipales? Ou pas? Ah, ça, pour le moment, il faut attendre que les listes soient déposées. Je ne sais pas, c'est possible. Mais je pense que je voudrais dire un autre mot, parce qu'on a fini déjà. Le temps passe vite. Ah oui, mais vous me faites venir pour 6 minutes, j'en ai 2. Alors, il y a une question. Moi, je veux dire tout à l'heure. Ouais, je ne veux pas allonger, mais je veux simplement dire d'un mot que ces listes d'union s'imposent d'autant plus que quand on voit la catastrophe de la politique, le plan Barre, qu'on nous avait promis qu'il allait tout régler. Je vous fais observer que l'inflation, c'est 0,6% en janvier, selon l'indice officiel, 0,9 selon la CGT, alors qu'on devait avoir 0. Vous avez dit vous-même que le déficit du commerce extérieur s'aggravait, le chômage augmente. Par conséquent, nous avions raison, les communistes, de dire que le plan Barre était un plan inefficace et injuste. Mais vous n'avez rien fait pour le soutenir, pour l'aider, pour le faire réussir. Vous me demandez de soutenir un plan qui va encore aggraver les difficultés pour les travailleurs, pour les gens
qui ont déjà tant de mal à vivre. Nous avons bien fait de mettre les Français en garde contre ce plan, nous avons bien fait d'organiser la lutte pour défendre les revendications des travailleurs, et maintenant je les appelle à voter massivement pour des listes d'union de la gauche, non seulement pour avoir de bonnes municipalités, mais pour dire non au plan barre. Dernière question, à partir de quel résultat au municipal vous direz, Monsieur Marchais, c'est un beau succès pour le PC? À partir de... De quel résultat? Ah, je suis pour que la gauche gagne le maximum de villes, de plus de 30 000 et de moins de 30 000, et pour que dans ce gain, le Parti communiste, il ait sa place. Parce que s'il n'y avait pas de Parti communiste, nous ne parlerions pas aujourd'hui d'unité. C'est nous qui avons lancé, il y a plus de 10 ans, l'idée du programme commun de la gauche. Nous avons contribué à sa signature, à son succès. Par conséquent, il faut une gauche forte, et il faut une gauche équilibrée, c'est-à-dire une gauche dans laquelle le Parti communiste français aura la place, une place importante, si on veut avoir de bonnes municipalités pour défendre les intérêts des travailleurs et que le programme commun de la gauche soit bien appliqué dans le cas où on l'emporte en 78. Je vous remercie, Monsieur Marchais. Demain soir, le journal d'Antenne 2 recevra Monsieur Le Canuet et jeudi, Monsieur Michel Poniatowski, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Les Français se plaignent quelquefois, et nous changeons totalement de sujet, se plaignent quelquefois d'être envahis par la chanson étrangère. Mais quand la chanson française est de qualité, elle ne craint pas la concurrence. Et j'ai envie de dire, n'est-ce pas Georges Brassens, puisque vous êtes avec nous en direct et que vous nous faites le plaisir de nous recevoir dans votre loge. Georges Brassens, merci. Bonjour Jean-Pierre. Comment faites-vous pour que depuis plus de 4 mois, vous continuiez à avoir envie de chanter à Bobino, puisque vous êtes là tous les soirs et que vous êtes en train de battre en quelque sorte un record? Vous savez, Jean-Pierre, je ne bats aucun record, là. J'ai toujours du plaisir à chanter. Je chante tous les jours chez moi, même quand je ne passe pas en public. Alors là, le public venant, le plaisir est encore plus grand. Mais à quelle heure vous venez généralement dans votre loge? Parce qu'on me raconte très souvent que vous aimez venir assez tôt, vous préparer minutieusement avant de chanter. Alors, minutieusement, c'est beaucoup dire, parce que je viens toujours à 7h30, parce que j'aime bien voir ce qui se passe avant, j'aime bien voir mes camarades, j'aime bien m'installer avant, et puis attendre chez moi ou attendre ici, c'est plus agréable d'attendre ici en entendant de la musique. Et puis c'est devenu un peu votre maison, puisque vous avez pas mal d'objets familiers autour de vous. J'ai toujours eu un goût prononcé pour Bobino. Alors qu'est-ce que vous allez nous chanter pour que nous terminions avec vous, Georges Brassens, ce journal d'Antenne 2 ce soir? Eh bien, si vous voulez, je vais vous chanter Cupidon s'en fout. Avec Pierre Nicolas à la contrebasse, comme toujours. Pour changer un amour à notre amourette, il s'en serait pas fallu de beaucoup. Mais ce jour la Vénus était distraite. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Se consacrant à d'autres imbéciles, il n'eut pas l'heure de s'occuper de nous. Avec son arc et tous ses ustensiles, il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On a tenté sans lui d'ouvrir la fête. Sur l'herbe tendre, on s'est roulé, mais vous avez perdu la vertu, pas la tête. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Si vous m'avez donné toute licence, le cœur hélas n'était pas dans le coup. Le feu sacré brillait par son absence. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. On effeuilla 20 fois la marguerite. Elle tomba 20 fois sur pas du tout. Et notre pauvre idylle a fait faillite. Il est des jours
jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Quand vous irez au bois compter fleurettes, jeune galant, le ciel soit avec vous. Je n'ai pas cette chance et le regrette. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Merci Georges Brassens, vous entendez les applaudissements. Avec plaisir, et avec plaisir, Jean-Pierre. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir tous suivi ce journal un peu exceptionnel avec M. Georges Marchais, Andrea Malric et les commentaires d'Alain Dumay sur la situation économique. Vers 22h20, vous retrouverez Jean-Claude Mangeot. À demain pour un journal avec un rythme un peu plus normal. Bonsoir.